Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 19h32, c'est reparti. Good Evening Business en direct de la Rêve jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous. Et notre nouvel invité. Et oui, c'est Thierry Derez, le PDG de Covia qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Derez avec le micro. Voilà, bonsoir. Et puis Edwige Chevrillon qui est avec nous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Un mot et puis on sera avec vous avec Monsieur Derez. Bon alors, en une minute, qu'est-ce que vous retenez de cette journée forte en émotions, Edwige? Est-ce que le climat est apaisé là ce soir ou pas là, très concrètement? Non, moi je dirais pas ça. C'est pas un climat apaisé, c'est un climat un peu tendu, dans le sens où il y a beaucoup d'internautes. Les gens sont très contents de se retrouver. Hein. Il a fait beau, enfin il a plu, mais enfin il fait quand même beau. Tout le monde est là. Emmanuel Macron, même le pape a envoyé son message. Elisabeth Borne qui était aussi notre invitée. Mais on sent quand même qu'il y a une inquiétude parce que les indicateurs, ils sont pas très bons. Et c'est un peu la première fois que ça arrive depuis cette sortie de Covid où ça n'allait pas très bien. Et puis on a l'impression que tout d'un coup, les entreprises investissaient, recrutaient. Là, il y a une panne dans les recrutements, il y a une panne un peu dans les investissements, dans les dépenses d'entreprise. Donc, les gens sont contents de se retrouver, mais au-delà de ça, une petite inquiétude quand même sur leur business. Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé. Mais Edwige, une inquiétude. Pourtant, l'économie, elle se porte mieux que prévu. La récession tant attendue, elle n'est pas là. Le mur des fêtes Elle sera peut-être dans les chiffres d'un deuxième semestre. Alors peut-être 2023, à, à la en tout rentrée. cas, pour le moment, enfin, on n'y est pas. Et par ailleurs, Elisabeth Borne a quand même désamorcé cette bombe des impôts en s'engageant sur le fait qu'aucun impôt concernant les entreprises ne serait augmenté durant les 4 prochaines années. Oui, enfin, je pense que sur les hausses d'impôts, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude. Là où était la volonté, en tous les cas, de Patrick Martin, le président du MEDEF, c'était de dire il ne faut pas s'arrêter dans la baisse des impôts de production, parce qu'on est encore très en retard, 40 milliards en dessous des autres entreprises européennes. Et là, quand même, Elisabeth Borne, elle a dit on fera au plus vite, mais ça sera pas 4 milliards en 2024, ça sera juste 1 milliard. Oui, donc là, l'instabilité fiscale qui règne toujours. Est-ce que Thierry Derez, est-ce que vous vivez ça justement comme une instabilité, ces annonces, la CVAE supprimée dans 1 an, 2 ans, 4 ans, on ne sait pas. C'est difficile pour une entreprise de faire des prévisions dans ce cadre-là. D'abord, les prévisions, c'est toujours extrêmement difficile. Mais il est vrai qu'on ne peut pas considérer que ce soit une bonne nouvelle que ce sur quoi nous avions tous tablé, qui est un rapport de confiance à l'égard de la puissance publique, ne soit pas un rendez-vous ponctuel. On a un retard, et ce retard, il est nécessairement, immanquablement, au détriment des entreprises. Mais est-ce que vous dites que le pacte de confiance est rompu ? Rompu, le terme est trop fort. Il a été ignoré, semble-t-il. Voilà. L'environnement mondial, comment vous le sentez aujourd'hui, Thierry Derez? Je rappelle, 10e réassureur mondial aujourd'hui, Covea aujourd'hui dans le monde. Comment est-ce que vous sentez cet environnement international, vous, fondamentalement là? Alors, je pense que la situation est très hétérogène et qu'il y a des zones qui sont plutôt en bon état, du fait notamment de leur réactivité, et des zones qui sont en état plus problématique, comme vient de le dire Edwige Chevrillon. Dans les zones qui vont, je dirais, correctement, il y a évidemment les États-Unis, avec leur formidable capacité d'adaptation, avec une réactivité qu'à certains égards on pourrait envier. L'Europe est, comme trop souvent, comme très souvent, un peu entre deux eaux. Et puis il y a cette inquiétude, avec une information quand même très très partielle, parcellaire, qui est celle de la Chine. Je pense notamment aux questions d'endettement, éventuellement de crédibilité des promoteurs immobiliers. Or, l'immobilier, c'est un secteur énorme en Chine. On parlait avec les soucis des Evergrande. Vous parliez, je voudrais qu'on revienne un peu sur une tribune que vous aviez co-signée en mai dernier avec Olivier Pastrec, Jean Renvet, Lorenzi. Vous évoquez la superposition des crises, crise économique évidemment, crise géopolitique, crise climatique qui vous concerne au premier chef, vous réassureurs. Vous dites on est vraiment au tout début de la prise de conscience. Est-ce que vous sentez dans des discours comme ceux qu'on a entendus aujourd'hui finalement qu'on prend la mesure de ces défis, notamment Thierry Derez? Oui, même si le thème n'était pas spécifiquement orienté autour du climat, on voit bien que c'est une notion qui parcourt beaucoup d'interventions. En tout cas, la table ronde à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, même si le thème n'était encore une fois pas le thème du climat, on voyait bien qu'il était en arrière-plan comme une grande préoccupation, parce que c'est une grande préoccupation.
Alors, je précise que Covea possède le portefeuille le plus important en France dans le domaine de l'automobile. C'est un secteur en pleine transformation, justement. Est-ce que vous réussissez, vous, à accompagner vos utilisateurs, justement, sur cet éveil des consciences? Comment est-ce que vous agissez au quotidien et est-ce que vous pensez qu'on sera tous prêts pour 2035? Alors, je ferai un distinguo, si vous me permettez, dans votre question. D'abord, on fait, comme beaucoup d'assureurs, toute une série de mesures en direction des propriétaires, des utilisateurs de véhicules électriques. Mais le problème ne me paraît pas être celui-là. Le problème me paraît être, pour notre industrie en France, la vitesse excessive, je ne parle pas de la route, la vitesse excessive à laquelle nous demandons aux entreprises européennes, et je pense aux constructeurs qui ont de fortes racines françaises, de s'adapter en faisant, qu'on le veuille ou non, il faut l'admettre, le lit de constructeurs d'origine chinoise. Et là, je pense qu'il y a un cadencement dans le changement qui est un cadencement qui, au plan de notre tissu économique, est un véritable problème. Edwige, est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi dans vos échanges avec les différents chefs d'entreprise avec qui vous échangez au quotidien, qu'on se fixe des objectifs qui sont trop courts, qui sont trop difficiles à atteindre et par conséquent, on est un peu voué à l'échec? Je sais pas très bien, surtout j'ai envie de dire en cette rentrée des classes, si je peux me prononcer là-dessus. Ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'il y a une remise en cause managériale. J'en parlais justement sur une table ronde que j'animais autour du travail. Où est-ce que le travail, est-ce qu'il a un avenir? Avec Olivier Dussopt, Marie-Lise Léon, Pierre-André Chalindar, Raymond Soubi que vous avez reçu. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il faut qu'on fixe d'autres objectifs managériaux à nos troupes, parce que pour l'instant, on leur fixe, le seul objectif qu'on leur donne, c'est les tableaux Excel. Et qu'aujourd'hui, les tableaux Excel, ça suffit pas. Il faut donner autre chose pour redonner un sens au travail. Donc oui, c'est une réponse un petit peu différente, mais je reprendrai l'expression de Pierre-André Chalindar, le patron de Saint-Gobain, qui disait en fait, on n'y voit pas très clair, nous, les grands chefs d'entreprise. Je ne sais pas si vous pouvez dire la même chose. On n'y voit pas très clair. On n'a pas retrouvé nos marques. Et on a du mal à les retrouver. Thierry Derez, Voilà. Un peu, oui, pas très clair aujourd'hui. Je confirme, si vous voulez. Même si votre métier c'est de faire des prévisions, mais malheureusement on peut pas tout prévoir, quoi. Évidemment, voilà. Nous, c'est des prévisions statistiques, donc si vous voulez, c'est l'avantage par rapport à l'horoscope. Non, mais la crise qu'on a appelée la crise du Covid a accéléré toute une série de phénomènes, de notions qui étaient un peu dormantes dans la société, notamment quant à la relation au travail, le télétravail, le questionnement tout simple. Pourquoi est-ce que je travaille ? Est-ce que je travaille pour consommer? Est-ce que je travaille pour être heureux? Est-ce que je travaille pour mes enfants, etc. La quête de toutes sens. Toutes ces questions-là, le Covid les a en quelque sorte épurées, mises à nu, et on y est confronté. Alors que on les traitait avec un peu plus de distance. Mais parce qu'on pensait toujours avoir le temps. Alors chez Covea, comment est-ce que vous faites concrètement pour traiter ce besoin et cette recherche de sens? On fait un petit peu, si vous voulez, comme beaucoup d'entreprises. Je pense que d'abord, il faut écouter les attentes des nouveaux embauchés. Parce que la demande, elle vient principalement d'eux. Des personnes qui sont depuis des années en entreprise nous donnent, nous suggèrent, nous proposent des voies d'amélioration. Mais c'est un dialogue qui est bien installé. La difficulté, elle est davantage avec les personnes qui, en particulier très jeunes, rentrent chez nous au titre du premier emploi, avec des attentes qui ne sont pas tout à fait les attentes de la majorité de la population. Or, l'équation est compliquée parce qu'une entreprise, c'est aussi une culture. Et bien sûr, vous ne pouvez pas une culture, transmettre, faire passer cette culture si vous n'avez pas cette table commune, ce socle de valeurs partagées et d'espérance, d'ambition, le regard dans la même direction. Bon. Et ça fait un peu défaut et c'est vraiment un problème assez aigu. Vous avez l'impression d'être dans le flou aujourd'hui, d'être un patron dans le flou, comme beaucoup de patrons sont dans le flou aujourd'hui. Superposition des crises, on le disait finalement. Est-ce qu'on arrive tant bien que mal à aller de l'avant? Voilà, c'est ça dans le contexte. Alors,
peut-être l'assurance est une singularité Et oui. par rapport à ça. Elle est une singularité qui ne tient pas aux vertus des assureurs, mais qui tient à leur position dans la chaîne économique. Nous sommes, mécaniquement, c'est notre rôle, tout à fait à l'extrémité de la chaîne économique. Donc, quand une crise survient, nous ne sommes jamais les premiers touchés. En revanche, on est les derniers à en sortir, Ouais. etc., etc. Donc cette notion de flou, chez nous, elle est un petit peu plus installée parce que nous sommes sur des modèles, des nombres, des prévisions qui sont des prévisions toujours totalement impersonnelles. Mais alors justement, parce que pour prolonger la question de Guillaume, le flou dont on pourrait parler, c'est le réchauffement climatique. Parce que dans un monde à plus 2 degrés, à plus 3 degrés, est-ce que l'on sait assurer? Et juste si je puis me permettre, pour prolonger la question, et les assureurs se sont prononcés en disant on va arrêter d'assurer les risques climatiques Voilà. si jamais les États ne prennent pas leur part. Parce qu'ils sont de plus en plus coûteux. Absolument. Vous savez, l'assurance, il faut revenir aux fondamentaux. L'assurance n'est un outil pratique, utile, que pour autant que le capital à protéger le soit à un prix convenable. À partir du moment où on ne peut pas protéger le capital, les actifs, les biens, les maisons, les voitures, etc., à un prix qui est un prix raisonnable, acceptable par le corps social, on n'est plus dans l'assurance. C'est ça le message. Le message, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas assurer. On peut assurer. Mais il appartient à la collectivité, à la société, à tous les agents économiques, les particuliers, les entreprises, de déterminer quel est le bon seuil de coût de protection Mais est-ce que vous aussi, à l'égard de ce capital. rebondissez sur ce que Edwige vient de dire? Est-ce que vous dites aussi qu'il faut que les pouvoirs publics et notamment les États participent? Pas seulement les États. Tout Non, le mais monde. les États aussi. Les États aussi. Oui. Mais tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde. Donc ça veut dire Les une augmentation États- du coût pour les assurés. Les États ne pourront pas, sauf des États très autoritaires, et je ne souhaite pas y vivre, imposer, contraindre, il ne le faut pas. Dans des pays démocratiques comme le nôtre, le devoir du citoyen, le devoir de chacun, c'est pénible, c'est fatigant, c'est embêtant, patati patata, c'est quand même de se prendre en main. Et les entreprises. Notre liberté, c'est aussi de nous prendre en main, d'accepter certaines contraintes, après les avoir discutées, après avoir réfléchi. Mais ce n'est pas les États tout seuls. Non, Ou alors, mais- on bascule Bien dans un sûr, autre bien sûr. monde Mais qu'à titre personnel, je ne juste souhaite un pas. mot rapide sur les entreprises qui disent que les assureurs ne jouent pas le jeu et qui font des captives. Pour ou contre? Moi, je suis pour. Ah, je ne m'attendais Non, pas à pas- cette réponse. Non, je sais bien. Non pas parce que je considère que c'est une façon de ne pas jouer le jeu, Ouais. mais je considère que quand vous voyez les niveaux qui sont alloués à ces captives, on voit très bien qu'elles sont hors d'état de faire face, je ne dis pas aux risques de demain, mais à une infime partie des risques d'aujourd'hui. Moi, je vis les captives comme un appel à la coopération. Les captives seront des socles sur lesquels nous pourrons bâtir des relations, notamment les réassureurs, avec les entreprises. Bon. Donc, Bah, c'est pas ne intéressant. pas jouer le jeu. Alors, vous n'allez pas vous faire C'est- que des amis, mais c'est très intéressant. C'est pas ne pas jouer le jeu. C'est dire, voilà, puisque on a un nouveau champ, un nouveau dialogue à partir de la protection du capital, les entreprises, certaines d'entre elles, mettent des capacités à cet endroit-là. Notre boulot à nous, assureurs et assureurs, c'est de mettre des capacités. On va pouvoir avoir un dialogue dont je suis convaincu qu'il sera constructif. Et ben voilà C'est pour très ces clair. enjeux autour du réchauffement climatique et les défis pour votre métier, celui de la réassurance. Merci beaucoup Thierry Derez, merci de Merci passer à vous voir de le m'avoir PDG de écouté. Covea. Merci Edwige. Bon, Merci. la rêve continue demain. Bruno Le Maire qui a parlé notamment en fin de matinée. Oui, c'est ça, 11h30. Ouais, ouais. Conversation avec notre confrère François Langlais. Et là on Donc, attend également. À suivre de près. Histoire de clôturer Ouais. tous les messages des chefs des gouvernements, parce qu'il y a Emmanuel Macron qui a parlé, encore une fois, Elisabeth Borne, ils sont tous là, hein. Olivier Dussopt, Ouais. Clément Beaune, et demain Bruno Le Maire, on verra Bon. si peut-être qu'il revient aussi. La question de l'UNEDIC, dont vous n'avez pas parlé, ça c'est un point Alors, ça, on important. va parler, mais on va en reparler demain soir, vous inquiétez pas, ça sera Voilà. effectivement de l'ordre. Bruno Point Le Maire. d'interrogation en effet sur l'UNEDIC. Et on sera avec vous demain soir, Edwige, bien sûr, pour en parler. Marc sur BFM Ferracci. Business. Marc Ferracci, Ouais. 18h15, Ouais. voilà, sur les allègements de charges.
charge, là aussi, il y a un gros sujet, absolument. On sera ensemble. Merci Edwige, à demain. Merci beaucoup Thierry Derez. Merci, bonsoir.